Alors, bonjour à tous et à tous. Je vous partage mon écran à l'instant. Vous n'hésitez pas à intervenir avec Caroline, mon acolyte, si jamais vous avez besoin des questions en particulier, vous préférez passer par le clavardage. Vous aurez la possibilité aussi d'intervenir avec la main levée et poser vos questions en direct. Alors, je vous rappelle que l'enregistrement est débuté. Je me présente, Brigitte-Louise Lessard, je suis enseignante de musique au primaire et au secondaire depuis 28 ans. J'ai fait 6 ans au secondaire, puis j'ai passé 22 ans de ma vie au primaire. J'ai développé différentes expertises et je suis porteuse du dossier de musique au récit du domaine des arts et je me suis penchée plus récemment sur la quincaillerie en classe de musique parce qu'il y a différentes questions qui m'arrivent. Bon, j'ai un peu d'argent, je ne sais pas quel microphone acheter, on aurait tel projet de concert, qu'est-ce que tu nous suggères pour la captation sonore et tout et tout? Alors, c'est là d'où est venue la motivation pour faire un webinaire de ce type. Plus particulièrement, aujourd'hui, on va aborder 4 sujets: les microphones, les interfaces audio, les claviers versus les contrôleurs MIDI et on va avoir un petit mot rapide en fin de session sur les haut-parleurs. Alors, les microphones. D'entrée de jeu, pourquoi les microphones en classe? Alors, Caroline va vous partager le lien d'un clavardage. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour numériser le code QR ou encore le lien slido.com avec le numéro de sondage. Pourquoi on se servirait d'un microphone dans notre classe de musique? Alors, enregistrer un élève. Vous pouvez répondre à plus d'une option si ça répond à vos besoins. Moi, je sais que dans mon école, j'aimais beaucoup enregistrer les élèves en groupe, m'enregistrer dictant des consignes vocales. Ça peut être intéressant si vous avez un environnement, mettons, comme Classroom ou comme Teams, puis vous n'avez pas nécessairement de tout taper vos comptes. Vous n'avez pas le temps de faire une belle feuille. Vous pouvez les dicter, vos consignes aux élèves, puis déposer votre enregistrement. Et je lisais récemment une étude dont je pourrais retrouver le nom. Et quand votre enregistrement ou votre son est de qualité, ça vous donne plus de crédibilité dans vos différentes capsules ou vos différents enregistrements que vous allez laisser aux élèves. Quand l'enregistrement est de pied de qualité, même si votre contenu est super pertinent, à la base, on va être moins enclin à l'écouter. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent d'avoir cette étude-là, je l'ai dans mes choses. Alors, on va s'en servir majoritairement pour enregistrer les élèves. Ensuite, on peut les enregistrer en solo, s'enregistrer pour donner des consignes, une prestation en grand groupe. Moi, je sais bien que mes élèves aimaient beaucoup avoir un souvenir de leur concert et quel cauchemar dans un gymnase avec des microphones puis le retour de son dans une colonne de son. Quel cauchemar! Puis enregistrer de la balado-diffusion, soit pour mes élèves ou moi encore. Alors, on voit qu'il y a plusieurs utilités d'avoir des microphones en classe. Évidemment, je ne suis pas un technicien de son dans la vie, là. Moi, je vous ai sorti les grandes lignes de ce qui peut nous servir comme prof de musique dans nos classes ou encore si vous êtes dans une autre discipline artistique, mettons l'art dramatique, je vois beaucoup l'utilité des microphones pour l'art dramatique. Alors, il y en a deux principalement, le microphone dynamique et le microphone à condensateur. Et chacun des deux produits-là, de ces deux produits-là, a des avantages et des inconvénients selon ce que vous voulez faire. C'est pour ça que c'est important d'identifier c'est quoi mon intention pédagogique, parce que ça va probablement décider du matériel que vous allez choisir. Donc, le microphone dynamique, il va fonctionner avec une membrane qui est à l'inverse de celui du haut-parleur. Alors, le mouvement qui est transmis à la bobine va faire un flux de courant et ces ondes-là vont être transmises au périphérique, le cas échéant, un ordinateur.
Donc, c'est dans le cas du SM58, on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on a des sources sonores bruyantes. Par exemple, on va enregistrer un élève qui chante et le fond sonore est très fort. Ce microphone-là va être tout à fait approprié pour cette situation-là. La grande force des microphones dynamiques dans notre contexte scolaire, c'est leur robustesse. Alors que ce soit un SM58 ou un autre type de microphone dynamique, si les élèves l'échappent par terre, chose qui va invariablement arriver dans la vie, ils vont survivre. Puis, ces microphones-là n'auront pas besoin d'alimentation fantôme, ce qu'on appelle le phantom power. Là, vous avez peut-être déjà vu ça là, sur... je ne sais pas si vous me voyez, là, sur vos interfaces audio, on a tout le temps un petit bouton, là, Phantom Power, là. Ça va servir majoritairement à des microphones à condensateur parce que la majorité, en tout cas, moi, je n'ai pas croisé dans ma vie, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, là, mais un microphone dynamique qui exigeait de l'alimentation fantôme, j'en ai pas vu. Donc, vous me corrigerez si je me trompe, puis qu'effectivement, il y en a, là. À l'opposé de ça, le microphone à condensateur, euh, quand c'est un microphone de type, mettons comme celui-là, Maono, qui est une prise USB, à ce moment-là, l'alimentation se fait directement dans le port USB. Mais si on utilise du fil XLR, vous connaissez sûrement les entrées XLR. Ici, on a une entrée XLR femelle, donc il y a les 3 pins du XLR qui entrent dedans. À ce moment-là, vous allez avoir besoin d'activer le Phantom Power pour que le microphone fonctionne comme il faut. Il va avoir une captation sonore beaucoup plus précise, beaucoup plus, ils disent crisp en anglais, là, quand on lit les recommandations, les révisions de produits, mais il va être aussi beaucoup plus fragile. Donc, ça dépend. Si vous voulez faire de la balado-diffusion, vous avez besoin d'énormément de précision dans le son, vous voulez quelque chose de super clair, ben, le microphone à condensateur est approprié. Mais si vous mettez ça dans les mains des enfants de 11 ans, votre microphone a coûté 300$, il l'échappe une fois à terre, c'est terminé, là. À condensateur, c'est vraiment très fragile. Donc, à doser, c'est quoi mon intention pédagogique à faire avec cet outil-là? Alors, je vous ai sorti des petites suggestions que moi, j'aime bien. Moi, je ne suis pas représentant pour une compagnie ou pour un autre, mais mon truc à moi, c'est de me fier beaucoup aux révisions qui sont faites dans Amazon parce qu'on a une certaine uniformité. Je peux aller voir un type de microphone qui a 4,6 étoiles sur 5. Un autre va avoir 2 étoiles sur 5, mais si je vais sur le site de la compagnie, le 2 étoiles sur 5, il va m'être vendu pareil comme la 8e merveille du monde. C'est que pour avoir une espèce de vue globale avec une quantité critique de personnes qui ont testé les produits, encore une fois, je ne suis pas représentant Amazon, mais c'est ma tactique à moi pour savoir ça vaut-tu la peine que je mette cet argent-là sur ce produit-là. Puis les personnes qui ont mis 1 étoile sur 5, qu'est-ce qu'ils ont reproché au produit? Est-ce que moi, ça me parle comme commentaire? Donc, pour la voix, le Shure SM58, quand j'ai regardé les vidéos sur la résistance de ce micro-là, en tournée, il y avait un groupe musical qui a fait passer son autobus dessus et ils l'ont utilisé le soir, puis il fonctionnait très bien. Ça fait côté résistance, puis vous fouillerez dans vos écoles parce que vous avez sûrement, c'est un produit qui est quand même assez âgé, vous en avez sûrement dans votre école des SM58 qui traînent dans le fond d'un garde-robe à quelque part que tout le monde a oublié. Alors, avant de mettre 150$ là-dessus, vérifiez si vous en avez un. Et si vous voulez faire de la voix dans des environnements bruyants, le SM58 est tout à fait approprié. Si vous priorisez l'enregistrement à l'instrument, c'est que vous voulez enregistrer toute la délicatesse au niveau, mettons, des cordes en métal d'une guitare, ou vous voulez le son très clair d'une flûte, à ce moment-là, dans la même lignée, c'est le Shure, mais c'est le SM57 qui, lui, a été davantage conçu pour l'instrument. C'est sûr qu'avec le 57, vous seriez en mesure d'enregistrer votre voix, mais eux autres, ils ont vraiment développé 2 produits distincts selon l'intention qui sous-tend votre achat.
Donc, les deux pour environ 150 $ chacun, vous pouvez être équipés. Évidemment, il y en a, ça foisonne, là, des microphones dynamiques puis des microphones à condensateur, il y en a des milliers de sortes. Il faut savoir ce que vous voulez puis quelle est votre enveloppe budgétaire. Faites des petites recherches pour voir si vous ne serez pas déçus, quelle sorte de commentaires il se passe, puis vous choisissez le produit qui va avec vos besoins. Le Blue Snowball, il y a une qualité audio performante, qui est abordable et il est plug and play. Il n'y a comme pas de traduction française pour ça, mais vous le branchez dans votre port USB, votre ordinateur le détecte dans vos paramètres de son, vous allez voir votre microphone et il y a vraiment bonne réputation. Dans la même lignée, il y a le Blue Yeti aussi. Si vous décidiez de faire de la balado-diffusion, on va voir la directivité dans pas long, là. Alors, si j'ai 2 personnes, le Blue Snowball est moins approprié parce qu'il est cardioïde, donc il va être une seule entrée. Mais si on va être bidirectionnel, le Blue Yeti fait les deux. C'est que si vous avez l'intention de faire une balado-diffusion puis vous avez quelqu'un en entrevue, le Blue Snowball n'est peut-être pas la meilleure solution, ce serait le Blue Yeti qui serait mieux pour vous. Présentement, je parle dans le Maono. C'est aussi un microphone USB, environ une centaine de dollars avec le bras qui va avec, que je ne suis pas capable de vous montrer. Et dans les révisions qui sont partagées, c'est sûr que pour ce prix-là, il n'y a pas un bras avec des amortisseurs à l'huile et tout et tout. Ça demeure un bras qui n'est pas d'une très grande qualité, mais la qualité sonore du microphone est quand même assez. Elle répond à mes besoins. Tu sais, des fois, ça devient tellement pointu, puis il y a une différence de 200 $ en un et l'autre. Donc, dans vos écoles, comme les budgets sont limités, c'est toujours un facteur à considérer. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. Alors, tantôt, je vous ai parlé de type de prise, là. Alors, ici, on le voit, le XLR femelle et mâle. Probablement que vous connaissez déjà ces options-là. Les adaptateurs, plus communément appelés dans notre jargon, les jack 1.8 puis un quart, je vous dirais de limiter le plus possible votre utilisation des adaptateurs en 1/8 de pouce à cause de leur fragilité. Majoritairement, quand vous allez acheter des accessoires qui ont une certaine, qui vont vers une certaine qualité sonore, ça va être du un quart que vous allez avoir. Et ce que je voulais mettre en relief aussi, c'est que quand vous cherchez sur une interface ou une autre, vous pouvez avoir d'à peu près n'importe quel embout à n'importe quel embout. C'est que vous cherchez du XLR mâle à du USB ou encore, comme dans le cas que j'ai illustré ici, un adaptateur 1/8 de pouce. Vous allez probablement trouver tout ce dont vous avez besoin pour brancher votre microphone à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de questions, Caroline, ça va toujours bien? Parfait. Alors, j'aborde maintenant les directivités du microphone. Il y en a 4. Il y en a 4. Grosso modo, il y a toutes les déclinaisons de subtilité parce qu'il y a vraiment toute une panoplie de microphones, mais j'ai essayé de rendre ça digeste. Donc, celui que j'utilise présentement, il est cardioïde, donc ça favorise, comme on le voit dans l'utilisation, mon petit bonhomme qui parle dans le microphone. Donc, c'est cette section-ci qui est la plus réceptive au niveau de mes ondes sonores. Le omnidirectionnel serait intéressant, par exemple, si vous aviez plusieurs interlocuteurs autour d'une table. Donc, dans un appel conférence ou encore vous avez, je ne sais pas moi, un quatuor de cordes, vous pourriez utiliser un microphone omnidirectionnel. Dans un concert, dans un gymnase, n'utilisez pas d'omnidirectionnel parce que vous allez ramasser absolument tout. Ça va être absolument infernal comme résultat. Ça ne sera pas beau. Il va y avoir beaucoup de déception dans l'air. Ça fait que si vous voulez vraiment un résultat top pour un concert dans un environnement pas top comme est un gymnase d'école, des fois, ça vaut la peine
de mettre un peu de sous puis d'aller chercher un technicien de son avec du vrai équipement qui va être capable, lui, de vous configurer ça pour que vous ayez un beau résultat. Les deux autres directivités qu'on voit, c'est le mode stéréo. Alors, je vous en ai parlé tantôt avec le microphone Blue Yeti qui, lui, est le bidirectionnel, c'est le 4. Je suis en train d'expliquer le 4. Le Blue Yeti, en effet, qui est bidirectionnel. Puis, à ce moment-là, lui, il serait très intéressant pour faire une entrevue avec quelqu'un. Et le mode stéréo, qui serait intéressant, par exemple, si on avait une ligne de guitare ou une ligne de flûte, et là, on veut les enregistrer, donc on est capable de capter gauche-droite, ça devient intéressant. Alors, je vous répète que c'est très sommaire, ces 4 directivités-là, mais déjà de savoir que ça existe puis qu'il faut lire le petit manuel de notre microphone pour savoir s'il est cardioïde ou bidirectionnel ou stéréo, ben ça peut être quelque chose qui est un peu crucial selon ce qu'on veut capter comme son. Alors, le résumé se trouve ici. 5 étapes pour s'enregistrer, puis Caroline va vous partager l'aide-mémoire que j'ai conçue pour se souvenir des 4 directivités puis des 5 étapes pour s'enregistrer. Alors, ajuster le gain. Je vais vous parler des interfaces audio tantôt. Là, quand on utilise une interface audio, on a des volumes de gain. Si vous aviez, par exemple, comme ce microphone-là, qui est un Audio-Technica, qui est XLR, mais aussi USB, lui, il est doté d'un volume directement à la base du microphone. C'est que je trouvais ça particulièrement intéressant. C'est un petit microphone qui est le fun et polyvalent, ça, dans un contexte scolaire. Donc, c'est important d'ajuster le gain pour ne pas avoir de ce qu'on appelle en anglais des clips, là. Quand nos vagues sonores sont complètement coupées comme des cheveux à chaque extrémité, ça veut dire que notre son d'entrée est beaucoup trop fort. Ça ne donnera pas un bon résultat en bout de ligne. C'est ajusté en fonction de la directivité, c'est ce que nous venons de voir. Quand vous vous enregistrez, si vous faites une balado-diffusion, par exemple, enregistrez toujours avec des écouteurs si vous avez du son qui vient de votre ordinateur pour pas justement que le son de votre ordinateur vienne concurrencer votre voix dans votre microphone. Alors, c'est pas toujours approprié d'avoir un casque d'écoute, comme dans le cas présent, j'ai aucun son ambiant. Je ne fais pas jouer de son de mon ordinateur, donc mon microphone, comme c'est là, c'est bien correct. Mais si j'avais eu du son dans mon ordinateur pour éviter les conflits d'entrée-sortie, à ce moment-là, mon son aurait été mieux de sortir par des écouteurs que par des haut-parleurs externes. Choisir un filtre anti-pop. Bon, là, je vais juste... Non, vous êtes capable de voir, parfait, sans que j'enlève mon arrière-plan. C'est que mon Maono, lui, il est venu avec un filtre anti-pop. C'est quelque chose qui n'est pas très cher et qui va faire en sorte que si vous avez un B ou un P qui est très prononcé, j'ai fait par exprès, bien ça va amortir quand vous enregistrez, par exemple, votre balado-diffusion et qui n'est pas un filtre anti-pop, mais qui est aussi un filtre. Je m'excuse, ça va gricher dans vos oreilles. Il y a aussi cette petite mousse-là qui se met par-dessus, qu'on voit, là, les météorologues, quand ils vendent dehors, ils ont tout un petit chapeau sur leur microphone pour empêcher que le vent vienne faire vibrer le microphone. Alors, si vous avez besoin d'un outil comme celui-là, ben, ce n'est pas très cher, puis ça vaut la peine de l'ajouter. On va aller voir un petit peu plus loin ce que sont les isoloirs. Dans le cas où vous faites de la balado-diffusion avec vos élèves, il me semble que c'est le point après mes adaptateurs. On a toujours une quantité phénoménale d'élèves, pas toujours des périphériques ou des appareils mobiles pour tout le monde. Je pense entre autres au iPad. C'est un élément que moi, je trouve super génial, c'est ceci. Alors qu'on voit dans la partie de gauche, il s'agit d'un multiplicateur, un adaptateur dans lequel 5 élèves vont pouvoir brancher leurs écouteurs puis qui se branchent. Bien là, c'est sûr que les iPads sont plus munis d'une prise 1.8 comme celle-ci, mais dans le temps, c'était comme ça, dans le temps que je travaillais avec des iPads. Donc, ça se branche dans le iPad et vos élèves peuvent tous travailler sur le même.
Et c'est mieux de privilégier ceux-là parce qu'ils vont vous donner une certaine souplesse par rapport à ceux-là qui sont très rigides. Et comme on le sait, nos élèves sont vraiment super délicats avec tout le matériel scolaire, puis ils font très, très, très attention. Donc, en dedans d'une période, ils sont tous cassés. Alors, je ne vous suggère pas d'acheter ceux-là parce que dès qu'il y a une petite pression quelconque, ils se brisent. Donc, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est filaire plutôt que rigide. Ça va? Vous n'avez pas trop de questions? C'est bon? Parfait. Excellent, merci. Donc, les adaptateurs aussi, bon, ben là, on a parlé de iPad. Donc, moi, je ne vends rien, encore une fois, là, mais j'ai fait des tests. Et quand on achète quelque chose de générique, comme un embout, ici, on a un USB-C ici, puis là, on a toutes sortes d'entrées, VGA, Ethernet, la carte SD, puis on pourrait avoir des prises audio aussi. Les résultats peuvent être bons, mais je vous dirais que c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on tombe. C'est que vous êtes mieux des fois de mettre un petit peu plus de sous, mais avec les vrais adaptateurs, vous allez avoir un meilleur résultat. On a parlé d'isoloir tout à l'heure. Donc, dans un contexte de classe, je sais pas, moi, j'ai 22 élèves, puis je veux qu'ils fassent de la balado-diffusion. Je les fait travailler en équipe parce que j'ai juste un kit d'enregistrement. C'est que j'ai mon microphone que j'ai choisi omnidirectionnel parce que je vais l'installer justement dans un isoloir ici, puis je veux que mes deux élèves puissent parler dans le microphone. Mais tous mes autres élèves font du bruit à côté. Alors, si j'utilisais le microphone du portable ou encore de la tablette, résultat infernal, on ramasse tous les sons de la classe, ça n'a aucun bon sens. On se crée un petit isoloir comme ceci, dans lequel je vais mettre soit mon portable ou mon microphone. Mes élèves s'installent devant. Je ne vous dis pas que ça va enlever tous les bruits ambiants de votre classe, mais ce que je vous dis, c'est que votre résultat va être drôlement plus intéressant. Puis on voit ici là, que c'est fait avec peu de moyens. Là. Une boîte en carton. Sur Amazon, pour ne pas le nommer encore, j'ai acheté de la mousse isolante. Vous tapissez le fond de votre boîte avec ça. Vous mettez votre microphone dans le fond de votre boîte. Puis, vous vous êtes fait un isoloir à faire vous-même et vous pouvez en faire un sur pied. Je suis à peu près convaincue que dans vos classes, vous avez ces fameux pieds de lutrin-là que les enfants ont fini par arracher la partie du lutrin sur le dessus, puis il vous reste juste le pied. Bien, ici, avec l'aide-mémoire que Caroline va vous partager, vous avez une petite séquence où vous prenez un cartable, de la mousse, comme on vient d'acheter, avec un pied qui est brisé de lutrin, et vous êtes capable de vous faire un isoloir sur pied pour que l'enfant puisse enregistrer debout. Il y en a qui viennent du commerce. Moi, j'ai beaucoup aimé. Là, je vais vraiment devoir désactiver mon arrière-plan, par exemple, parce que vous ne le verrez pas. Effet et avatar, aucun. Appliquer. Alors, celui-ci, 50 $, très pratique parce que je peux le plier pour le transporter, l'ouvrir ici. Je mets mon microphone dans le milieu. Je chante ma chanson, mon exercice, ma balado-diffusion, je m'enregistre. Je peux même me rentrer vraiment la tête dedans, faire ma petite affaire, puis après ça, on passe à l'élève suivant. Si vous avez un peu de budget, vous pouvez en acheter quelques-uns, puis à ce moment-là, avoir plusieurs élèves qui travaillent à la fois. Donc, le petit aide-mémoire a dû vous être partagé. Parfait. On peut jamais être contre les idées. Des idées, on n'en a jamais assez. On continue. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est que pour finalement pas beaucoup de sous, vous êtes capable d'enregistrer. Mon dernier outil de captation sonore,
C'est un capteur portatif qui utilise 2 batteries, le Zoom HN4 Pro. Pourquoi j'ai choisi le 4 plutôt que le 5 ou le 6 qui sont disponibles? C'est une question de prix, puis de ce que vous avez besoin de faire avec. Alors, ça tient dans le creux de la main. L'enregistrement sonore peut se faire à 90 degrés ou à 120 selon la façon dont vous tournez les embouts ici pour être capable de capter plus large. C'est que, mettons, je ne sais pas, moi, on a un concert de Noël, je veux faire quelques tests, on s'enregistre à l'église, ça pourrait être amplement suffisant pour ramasser ma chorale. Ça fonctionne avec une carte SD sur laquelle la musique va s'enregistrer. Donc, vous devez avoir un adaptateur avec votre ordinateur pour être capable d'importer votre musique. Vous pourriez aussi ajouter ou utiliser à la place, on voit ici dans le bas qu'il y a 2 entrées XLR. Donc, je pourrais utiliser des microphones externes pour enregistrer avec, je pourrais décider de mettre un microphone à condensateur puis enregistrer dans ce périphérique-là. Est-ce que vous avez des questions sur les microphones sur lesquels on a fait une demi-heure? C'était notre gros morceau. Ça me dit que je vais vous laisser probablement avant 5 heures parce que c'était vraiment le microphone qui était le gros de la présentation d'aujourd'hui. Pas de questions, ça va? Alors, on y va avec les interfaces audio. De nouveau, je vous demande pourquoi j'aurais besoin d'une interface audio dans ma classe de musique. À quoi ça peut bien me servir d'avoir une interface audio? Normalement, si vous avez encore le sondage d'ouvert de tout à l'heure, c'est le même pour répondre à la question sur votre appareil mobile. Excellent. Alors, on parle ici, oui, enregistrer, diffuser, en plein ça, et plusieurs portes d'entrée, plusieurs microphones, on va en parler. Pour enregistrer, ça demeure vague. Je suis capable d'enregistrer sans avoir une interface audio comme celle-là. Je pense entre autres à mon microphone USB directement dans l'ordinateur. L'interface audio n'est pas indispensable, quoique préférable. Pour éviter la carte de son, on va en parler de la carte de son, on va même la voir pour faire du travail à l'ordinateur avec un piano numérique ou plusieurs périphériques. Parfait. Ça fait que vous avez compris l'essence de l'interface audio. Dans un premier temps, on va faire la différence entre les deux. À ma gauche, ici, vous avez une carte de son standard qui s'insère dans une tour. Dans votre portable, elle est encore plus minuscule. Et évidemment, ces interfaces-là sont pas faites pour tout du monde qui sont des musiciens. Tant que ça livre un peu de son, que ça, en entrant ou en sortant, on est content. Mais nous, en tant que musiciens, puis enseignants en musique dans une classe de musique, bien, parfois, on va avoir besoin d'un petit peu plus de performance que ce qu'il y a à travers cette carte de son-là. Alors, la particularité de la carte de son par rapport à l'interface audio et mon aide-mémoire, je l'ai disponible. Tu peux la partager aux participants, s'il vous plaît, Caroline. Alors, elle est interne à l'ordinateur, contrairement à l'interface audio qui, elle, va être externe. J'ai bien spécifié habituellement de piètre qualité parce qu'il y a des cartes de son internes. Quand on est un musicien, qu'on a une bécane de course comme tour d'ordi, puis qu'on s'en va chez le gars du magasin de musique, puis qu'on dit là, je veux une carte de son qui performe, qui n'a pas de latence, qui n'a pas de ci, qui n'a pas de ça, ou qui a ci, ou qui a ça. Quand on y met le prix, une carte de son, ça peut être bon aussi. Tout dépend tout le temps des besoins qu'on a puis de notre enveloppe budgétaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a habituellement de piètre qualité et peu de fonctionnalités. Elle va s'accrocher sur la carte mère de l'ordinateur. Elle ne fournira pas d'alimentation fantôme, puis habituellement, elle va être moins chère. L'interface, quant à elle, elle va être externe, elle va être de meilleure qualité, elle va avoir des fonctionnalités selon leur modèle, on va en regarder un peu.
Habituellement, elle va se connecter en USB à un ordinateur. Elle va fournir de l'alimentation fantôme, puis elle va probablement être aussi plus chère qu'une carte de son. En fonction de vos besoins, vous allez devoir choisir un microphone, on en a parlé tantôt, des bonnes enceintes acoustiques. Puis quel est le travail? Vous m'entendez le répéter, puis le répéter, puis le répéter, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Parce qu'en fonction de votre but pédagogique, vous n'aurez pas besoin du même outillage. Puis il ne faut pas confondre ici, je vous ai mis la photo d'une console de mixage. Une console de mixage, vous allez avoir beaucoup d'entrées. Vous allez avoir la possibilité d'avoir plus d'un ensemble de sorties aussi que vous allez pouvoir mixer, d'où son nom, console de mixage à votre goût. Mais ce n'est pas une interface audio, une console de mixage. Puis une interface audio, ce n'est pas non plus un amplificateur qu'on va voir un petit peu plus loin. Il y avait Brigitte Louise Ahmed qui avait une question si ça fonctionnait aussi pour le MIDI. L'interface audio? Oui, je crois que oui. Oui, absolument, dépendamment. Là, tu vois, je suis en train de m'apercevoir qu'il me manque, il me manque une diapositive. J'ai dû la supprimer par mégarde, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave parce que j'en ai une interface audio ici. Alors, mon interface audio, c'est une Behringer qui est bien, mais celle qui a vraiment la cote auprès des écoles pour son rapport qualité-prix, c'est la Scarlett. Donc, j'ai deux entrées ici qui peuvent prendre du XLR ou encore un adaptateur, un corps. Donc, je pourrais mettre deux microphones ou je pourrais mettre un microphone, une guitare ou un microphone, une bass, un microphone, un clavier MIDI parce que sur la mienne, mon interface audio, j'ai une entrée-sortie MIDI. Donc, si vous avez une utilité, parce que vous êtes pianiste, vous voulez écrire des partitions rapidement, vous voulez jouer en même temps que vos élèves et tout mixer ça dans votre ordinateur en enregistrant, bien, en passant par une interface audio, vous l'avez nommé tantôt, vous pouvez multiplier les portes d'entrée et les façons XLR, un corps, MIDI, de faire entrer le son dans votre ordinateur. Vous avez évidemment l'alimentation fantôme et différentes options, évidemment, selon vos besoins. Je ne vous dis pas que tout le monde a besoin d'une interface audio à son ordinateur dans sa classe de musique, mais quand vous voulez aller un petit peu plus loin, ça peut être un outil très intéressant à avoir. Donc, deux modèles que moi j'aime bien, là, la Behringer comme celle-là, ou encore la Scarlett qui a vraiment la cote. La Scarlett, vous allez avoir la solo et la duo, puis évidemment la solo impliquant une seule entrée microphone versus la duo où il va avoir deux entrées et le prix va être en conséquence. Ça va pour les interfaces audio? On peut passer au contrôleur MIDI? Allons-y. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais des claviers ou encore des contrôleurs MIDI qui ne sont pas la même chose? On va voir la différence. Je fais par exprès pour mettre mon petit quiz avant. Dans ma classe de musique. OK, pour inventer, pour faire de la création numérique. Parfait, on va le voir un petit peu plus loin. Excellent. Je vais laisser ma dernière personne finir son... Oh! Pour préparer les bandes d'accompagnement des élèves pour interpréter et inventer, oui. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va privilégier? Est-ce que je vais privilégier d'avoir un clavier ou un contrôleur MIDI pour s'enregistrer aussi? Donc, on va commencer par aller distinguer la différence entre les deux. On va pouvoir leur partager le petit aide-mémoire. Le clavier va être autonome. Alors, il va avoir ses propres haut-parleurs, il va avoir une bibliothèque de sons. Il va avoir, on va pouvoir avoir, mettons,
le drum de samba, après ça, une petite intro, une petite outro. Il va être autoportant, le clavier. Il va pouvoir avoir différentes largeurs et options. Ça, majoritairement, les deux, le contrôleur de son a ça aussi. Il va pouvoir se connecter en USB après un ordinateur, mais vu qu'il y a des haut-parleurs, ça se peut qu'il ne soit pas muni de ça, surtout si c'est un clavier qui a un peu d'âge. Il va avoir nécessairement besoin d'une prise électrique, puis il va être habituellement plus cher. Le contrôleur MIDI, lui, il va avoir absolument besoin d'un ordinateur et d'une application ou encore un logiciel pour qu'on puisse avoir du son. Il va avoir aussi différentes largeurs de touches et ou options qu'on va voir dans un instant. Il va se connecter habituellement en USB et directement dans l'ordinateur. Puis, il peut avoir une gamme de prix. Habituellement, on peut y aller pour des options qui sont quand même pas très chères, mais il y a des contrôleurs de son qui sont quand même assez dispendieux. Donc, selon votre intention pédagogique, si vous décidez de faire apprendre le piano à vos élèves, bien, la première question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que mes touches de piano ont la résistance d'un vrai piano? Puis est-ce qu'ils ont les bonnes dimensions? Si vous faites apprendre le piano à vos élèves, vous allez éviter les pianos qu'on dit mini. Parce qu'ils vont apprendre, mettons, à jouer Marie avait un mouton comme ça. Puis quand ils vont arriver sur un vrai piano, tous leurs repères kinesthésiques seront pas bons parce qu'ils vont être habitués à pianoter sur une petite affaire. Alors, votre intention pédagogique, c'est d'apprendre le piano. Ça vous prend une touche avec la sensibilité, c'est-à-dire la dureté d'un piano normal et non pas une touche très, très, très molle. Puis, si vous faites, de la formation auditive ou ça va pouvoir être un bon outil pour ça. Et selon les options qu'il y a sur votre piano, il va pouvoir être branché en MIDI sur votre ordi. Si vous faites l'apprentissage du piano aussi, vous allez considérer d'avoir au moins 4 octaves de large. Parce que si vous choisissez un 2 octaves, ben ça ne sera pas long que les élèves vont être rendus au bout des possibilités du piano. Dans le cas d'un contrôleur MIDI, puis là, je vous montre aussi le mien, qui n'a pas de touche de piano. C'est aussi un contrôleur MIDI, puis il n'y a pas de touche de piano, il n'y a que des pads. Ça s'appelle des pads, là. En français, moi, j'appellerais ça des tuiles, mais je ne sais pas si mon mot est bon. C'est pour faire de la musique assistée par ordinateur avec un logiciel, mettons, comme Ableton ou avec... ça va fonctionner avec Soundtrap, ça va fonctionner avec BandLab. Vous pouvez avoir un outil comme celui-là qui est un contrôleur MIDI, mais vous pouvez aussi en avoir un qui a ces touches-là, ces tuiles-là, mais aussi doublé du clavier classique de piano. Évidemment, vous devez décider pour ce faire qu'est-ce que c'est mon intention pédagogique. Ça fait que si dans vos vues, vous avez de faire de l'apprentissage du piano, mais que vous allez travailler aussi avec des interfaces audio, bien, votre option, c'est peut-être un clavier avec des touches régulières de piano doublé de tuiles. Si vous ne faites que l'apprentissage du piano, bien, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des ordinateurs, juste avoir des claviers autoportants comme celui-là avec ses haut-parleurs de chaque côté, c'est suffisant. Il y a d'autres facteurs que vous devez considérer aussi. C'est l'espace dont vous disposez. Ça fait que si vous avez un tout petit local, que vous faites de la composition sur BandLab Éducation quelques fois par année, puis que vous tenez à initier vos élèves au mixage à l'aide de cet outil-là, bien là, à ce moment-là, vu qu'il est petit et portable, peut-être que ce serait cette solution-là qui serait la meilleure pour vous. Si l'apprentissage majoritaire à l'instrument de vos élèves, c'est d'apprendre le piano, bien à ce moment-là, vous allez considérer les autres éléments. Alors, est-ce que vous allez consentir à sacrifier
quelque chose pour faire de l'espace. Il va falloir considérer votre clientèle aussi, vos retombées pédagogiques réelles, parce que si vous investissez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, puis qu'en bout de ligne, les élèves, ils apprennent pas bien plus, à ce moment-là, ça ne vaudra peut-être pas la peine d'aller dans cette direction-là. C'est qu'il faut vraiment avoir une vue globale de son local, de son budget, de son intention pédagogique, puis de la retombée réelle que ça a dans la classe pour être capable de prendre de bonnes décisions. Avant d'acheter un studio de 30 claviers en entier, ben peut-être que si vous n'achetez que 2, puis vous faites une petite station que les élèves vont aller par projet une fois de temps en temps, si vous voyez qu'il y a un gros engouement, ben à ce moment-là, ça va vous aider à prendre des décisions. Mais ça va tellement rondement. J'aborde mon dernier sujet. 1 heure et demie, c'était beaucoup trop. 1 heure aurait été assez. Tant mieux, ça va vous permettre d'aller profiter du beau temps. Ici, il fait vraiment un temps resplendissant. Alors, les haut-parleurs, est-ce que vous avez des questions sur les trucs qu'on a discutés avant? Non, tout va bien? Parfait. Super. Les haut-parleurs. Alors, en réalité, le haut-parleur lui-même, c'est une composante à l'intérieur du vrai nom qui est une enceinte acoustique. Normalement, on ne devrait pas dire « je veux m'acheter une paire de haut-parleurs » parce que c'est juste la pièce maîtresse dans le milieu du boîtier qui est l'enceinte acoustique. Et l'enceinte acoustique a quand même son importance dans son entièreté, je dirais comme ça. Une des grosses difficultés qu'on a quand on choisit des enceintes acoustiques pour un local de musique, c'est quel wattage je vais prendre. Donc, j'ai réussi à trouver sur Internet, parce que je trouvais ça intéressant de vous le spécifier. Voici les wattages, grosso modo, là, qui sont intéressants pour notre situation d'enseignant de musique. Avec du 50 watts comme enceinte acoustique, je vais pouvoir avoir une petite pièce, un secrétariat, si j'ai un haut-parleur Bluetooth pour des usages ponctuels dans ma classe de titulaire, mettons que je veux le faire jouer un peu de musique de détente. Un Bluetooth comme ça, 50 watts, ça fait bien le travail. Dans notre classe de musique, du 100 watts, ça va faire le travail pour une classe de 50 mètres carrés, ce qui est quand même pas si grand pour une trentaine d'élèves. Mais il va falloir que vos élèves soient quand même relativement sages parce qu'on va venir vite au bout de la capacité de nos enceintes acoustiques. On investit une petite affaire de plus, puis on est capable d'avoir une meilleure polyvalence. On va y aller pour du 200 watts. Donc, une grande classe ou encore, je vous dirais, faire une danse dans un gymnase avec une centaine d'élèves, ça serait très envisageable avec des 200 watts. Ça va enterrer le bruit ambiant. Puis vos élèves vont pouvoir, par exemple, jouer du xylophone ou de la guitare en même temps qu'un accompagnement sonore, puis vous allez être capable de distinguer tout ça ensemble. Si vous faites un interprété, puis que votre accompagnement est dans un 50 watts comme ça, il y a des grosses chances que vos élèves ne l'entendent plus quand ils sont en train de jouer. C'est qu'il faut considérer, évidemment, la puissance de votre équipement, puis ce que vous faites avec. Et qui dit enceinte acoustique, dit amplificateur. Donc, le wattage de votre amplificateur, il faut qu'il soit plus bas que vos enceintes acoustiques. Si mon wattage de mon ampli est à 200, puis que vos enceintes acoustiques sont à 100, tout ce que ça va faire, c'est que ça va gricher. Donc, quand vous achetez la paire, vous vous assurez d'une compatibilité entre les enceintes acoustiques que vous avez, puis votre amplificateur. Puis l'amplificateur, qu'est-ce qui est le fun maintenant, c'est que tout ça, ça peut se gérer, comme dans le cas présent ici, sans fil. Ça nous donne de la souplesse quand on n'a pas de fil. Et cet amplificateur-là, c'est un amplificateur sans fil. Alors, nous avons vu aujourd'hui les microphones, les interfaces audio,
les contrôleurs MIDI versus les claviers et les enceintes acoustiques. Ce serait maintenant le temps de voir si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons survolé. Et tout est d'une limpidité cristalline. Merveilleux. On est bien content. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse de courriel suivante que Caroline va vous partager dans un instant pour que vous n'ayez pas à la chercher. Merci, Caroline. On vous invite aussi à vous inscrire à notre communauté en or. On fait 3 ou 4 bulletins électroniques par année pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le Récit des arts, quelles sont les belles nouveautés. Alors, vous pouvez facilement vous y inscrire. On n'est pas tannant. Et là où on est le plus actif, c'est sur notre page Facebook. Alors, vous avez probablement dû passer l'annonce de ce webinaire-là sur Facebook. Sachez qu'il est aussi publié sur Twitter et Instagram. D'ici quelques jours, je vais mettre la vidéo du webinaire en ligne et toutes les ressources qui étaient associées, si jamais pour une raison X, Y, Z, vous les perdez, vont être accessibles dans l'article sur notre site web qui est récitant.ca. Je vais arrêter mon partage. Vous regardez de nouveau dans les yeux parce que vous étiez sur mon écran de côté. Et si vous n'avez plus de questions, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Je suis quand même contente de ne pas vous avoir tenu 1h30. J'étais un petit peu découragée. Je me dis, mon Dieu, ils vont tellement avoir trop d'informations. Moi, j'aurais une question, Brigitte-Louise. Oui, je t'écoute. Moi, je suis enseignante en danse pour tout le monde Ouais. et j'ai rencontré une enseignante qui utilisait comme les haut-parleurs de son, exemple, elle enseigne dans l'auditorium et elle a commis un adaptateur Bluetooth au haut-parleur déjà existant pour faire fonctionner, exemple, c'est soit son iPad, soit son téléphone pour faire jouer la musique. Fait que je voulais savoir, est-ce que tu connais un peu ça? Est-ce qu'il y a comme un nom particulier pour ça ou? Ben là, à ce moment-là, elle est sans fil. Oui. Cet adaptateur-là, je ne le connais pas, mais je trouve ça absolument fabuleux. Il faut vraiment qu'on puisse l'ajouter aux ressources qu'on va mettre dans cet article-là. Parce que si elle l'a vécu puis qu'elle a trouvé une solution, c'est bon que les autres le sachent aussi. Super. Ouais. Merveilleux. On va l'ajouter dans notre article. Et la seule chose que j'aimerais qu'on précise, c'est pour le badge de participation. Ah oui, c'est vrai, je te laisse le mentionner. En fait, à chaque fois que vous participez, comme vous le savez, il y a un 30 heures de formation biannuelle que les enseignants doivent suivre et la formation que vous suivez que vous suivez présentement et les autres formations, en fait, peuvent être comptabilisées dans votre 30 heures. Donc, la façon qu'on fonctionne au Récit des arts, c'est que à travers la plateforme Campus Récit, je vais vous mettre le lien. À travers la plateforme Campus Récit, en fait, vous pouvez accumuler les badges au fur et à mesure que vous faites les formations, puis garder une trace, en fait, des badges, puis en plus, pour les fournir après à votre ou vos supérieurs, là, le cas échéant, quand ils vous demanderont, en fait, de. Puis aujourd'hui, ça vous donne 1h30 pareil, même si on finit avant parce qu'il fait beau. Ça vous donne 1h30 quand même. Excellent. Bon, ben, on est bien contents. Merci beaucoup d'avoir été là et au plaisir de vous croiser. Puis, dès que c'est disponible, on va le publier sur nos réseaux sociaux. Vous aurez accès de nouveau à cet enregistrement pour vous aider. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.